Tertrais. Bonjour. Merci d'être avec nous au lendemain de ces bombardements américains en Iran. Le Moyen-Orient, le monde risque-t-il l'embrasement? On a beaucoup de questions à vous poser. Donald Trump, hier soir encore, assure avoir infligé des dégâts considérables aux sites nucléaires iraniens. Il n'y a pas eu de nouvelles frappes américaines cette nuit. Est-ce que ça signifie, Bruno Tertrais, que les États-Unis estiment avoir atteint leurs objectifs? Alors je pense que Donald Trump n'a pas du tout envie de se lancer dans une série d'actions militaires contre ce pays. En tout cas, à ce stade, pour lui, c'était un one shot, comme on dit aux États-Unis. Maintenant, on va avoir dans les jours qui viennent une idée un petit peu plus précise de ce qui a été accompli effectivement sur le plan technique par cette cette grande opération de bombardement extrêmement bien préparée et du point de vue technique très professionnel. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout un point essentiel, à savoir où est l'uranium, tout simplement. On va se poser la question, notamment sur les dégâts et puis sur l'état du programme nucléaire iranien. Peut-être d'abord quand même, vous nous dites ce matin que on n'est pas au début d'une guerre États-Unis-Iran. Non, même si l'Iran considère, et c'est pas illégitime de sa part, considère que l'Amérique est désormais en guerre contre son pays. Je rappelle quand même, il faut toujours le rappeler, que l'Iran depuis 1980 considère que lui est en guerre contre les États-Unis. Il faut quand même toujours rappeler ce point. Et le président américain a évoqué également hier l'idée d'un changement de régime. Pourtant, son administration disait tout l'inverse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que... Écoutez, ça c'est effectivement assez intéressant. La logique de Trump, ça a toujours été de ne pas se lancer dans des guerres interminables au Moyen-Orient. Il en a même fait un argument de campagne. Absolument. De faire le contraire de ce qu'ont fait certains présidents républicains avant lui, et en particulier George W. Bush. Mais on voit quand même que la tentation peut exister. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un peu toujours pareil dans ce type d'opération militaire. On dit qu'on ne veut pas changer le régime. Et puis, il y a une expression en anglais qui dit « creeping regime change », c'est-à-dire le changement de régime sans le dire, mais qui vient naturellement. C'est la logique des choses. Donc, il y a un deuxième scénario, effectivement. Premier scénario, ça s'arrête là pour les États-Unis. Le deuxième scénario, c'est que s'il y a des représailles iraniennes, eh bien, les Américains entrent véritablement dans une guerre contre le régime. On le dit volatile, influencé aussi par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Est-ce que ça ne peut pas être l'inverse, c'est-à-dire une véritable stratégie de la part du président américain? Non, je ne crois pas que ce soit le cas. Donald Trump a une vision, il a rarement de stratégie. Attention, quand on parle d'influence du Premier ministre Benjamin Netanyahou, je crois que d'abord, ils s'influencent l'un et l'autre, et deuxièmement, qu'ils estiment, à mon sens, chacun qu'il peut manipuler l'autre. Surtout, Netanyahou manipuler Trump, et Trump, parce que c'est sa personnalité, pense qu'il peut jouer, effectivement. Il est tellement bon, il est tellement fort, il est tellement grand qu'il peut lui-même manipuler le Premier ministre israélien. Donc, il y a une sorte de jeu de dupes mutuel. Je ne crois pas du tout à la coordination totale de tout cela depuis 15 jours. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais on a quand même l'impression que Donald Trump a été entraîné dans cette guerre malgré lui. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Autrement dit, Benjamin Netanyahou a réussi à persuader Trump qu'il fallait bien sûr le soutenir. Et rappelons-le, jamais Israël ne serait lancé dans une opération aussi massive si le pays ne s'était pas assuré qu'en cas de problème, les Américains seraient là. Ça c'est de toute façon quelque chose qui est à mon avis acquis. En revanche, est-ce que Donald Trump a été entraîné contre son gré? C'est difficile à dire. Le fait est que c'est quelqu'un qui veut être au centre du jeu en permanence. À partir du moment où il voyait que tout le monde, enfin une grande partie du monde, attention, certainement pas le monde entier, était ébahi devant la prouesse militaire israélienne, quelque part, c'est aussi dans son caractère de dire c'est moi qui vais revenir au secours de la victoire. Exactement, oui, tout à fait. Sur les frappes sur les 3 sites nucléaires iraniens, est-ce qu'on a une idée plus nette ce matin de l'ampleur des dégâts sur le programme nucléaire iranien? Non, c'est toujours pas clair, parce qu'on voit très clairement, y compris avec des photos satellites commerciales que tout un chacun ou presque peut se procurer, que des dommages extrêmement significatifs ont été faits et que du strict point de vue technique, c'est une opération extrêmement bien conduite et réussie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Le problème, c'est qu'on ne sait pas l'état exact de toutes les installations enterrées iraniennes, y compris celles dans lesquelles il y avait des centrifugeuses pour l'enrichissement de l'uranium, et y compris celles qui contenaient des matériaux nucléaires. Donc on ne peut pas dire que ce programme soit annihilé totalement? Absolument pas. Impossible de l'affirmer? Non. Une certitude, nous ne savons pas tout. La deuxième certitude, c'est que le programme iranien a au moins été retardé. De combien ?
personne ne peut le dire aujourd'hui. On sait aussi, et c'est d'ailleurs un autre membre de la Fondation pour la recherche stratégique qui le disait ce matin sur France Info, que ces matériels ont vraisemblablement été déplacés. Ça veut Oui, dire... c'est très vraisemblable. Écoutez, 400 kilos d'uranium, c'est pas non plus, ça tient dans quelques camions, si vous voulez. Bon, donc bien sûr, ils ont certainement été déplacés, mais il faut pas prendre non plus les Israéliens et les Américains pour des lapins de 6 semaines. Ils le savaient très bien que ça allait se faire. Donc la question, c'est d'abord, est-ce qu'on peut avoir du renseignement qui nous indique où sont ces fameuses matières? Et quand on voit le degré de renseignement des Israéliens sur le sol iranien, il est probable qu'ils sachent précisément où se trouvent les stocks. Il est possible qu'ils le sachent, et en tout cas, ils vont tout faire pour le savoir. Deuxièmement, même si ces fameux matériaux nucléaires ont été déplacés comme c'est effectivement probable, ça ne veut pas dire que le pays pourrait accélérer subitement son programme nucléaire. Les bâtons dans les roues sont quand même très significatifs. On voit qu'on est quand même dans une guerre de l'information, avec d'un côté l'Iran qui dit non, c'est pas aussi touché que ce que disent les Américains. Est-ce qu'il ne faut pas des observateurs finalement un peu impartiaux sur place pour aller vérifier? Mais vous n'aurez pas d'observateurs impartiaux dans cette guerre comme dans toute autre d'ailleurs, parce que toute guerre est une guerre aussi de l'information. Pardon, mais l'AIEA n'est pas un observateur impartial? Si, bien sûr que si, mais comment voulez-vous que l'AIEA... regardez... L'Agence internationale pour l'énergie atomique. Alors, évidemment que l'AIEA est un observateur impartial, le seul d'ailleurs. Raphaël Grossi est quelqu'un, son directeur général est quelqu'un de tout à fait estimable, à mon sens, et très professionnel, mais comment voulez-vous que les équipes de l'AIEA, en pleine guerre, aillent inspecter des installations qui, de toute façon, ne leur étaient pas totalement ouvertes, même pendant la période où il n'y avait pas de bombardement. Donc c'est impossible. Qui croire à la fin, c'est ça, sera la difficulté. Oui, bien entendu, mais si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel il y a suffisamment d'informations ouvertes pour que dans quelques jours, dans quelques semaines, on commence à avoir une idée on va dire, de l'ampleur des dégâts et du temps qu'il faudrait, peut-être que ça irait jusque-là, à l'Iran pour reconstituer son programme nucléaire, à condition qu'il soit dans les conditions techniques et j'allais dire sécuritaires de le faire. Donc on va rester dans le flou, mais encore une fois, je le répète, une certitude, le programme nucléaire n'est pas totalement détruit. Une autre certitude, il est très significativement atteint. Et de dire tout simplement, comme le font certains observateurs ou analystes ou responsables politiques, il est évident que l'Iran maintenant va se dépêcher de faire la bombe, ça me semble un peu court. Alors, s'il est difficile de savoir ce qu'il en est désormais de ce programme nucléaire, il est important de savoir, dans cette guerre de l'information, ce qu'il en était de ce programme juste avant l'intervention israélienne et les bombardements américain, parce que on le sait, en 2003, il y a eu une intervention américaine en Irak sur la base d'informations dont on sait désormais qu'elles étaient de fausses informations sur des armes de destruction massive. Quel était le degré d'avancement du programme nucléaire iranien avant cette intervention? Oui, alors il y a deux domaines très différents. Le premier sur lequel on a véritablement des certitudes ou des quasi-certitudes, et le deuxième dans lequel il y a énormément de zones d'ombre. Le premier, c'est la matière nucléaire. Là, il est tout à fait vérifié par l'AIEA, justement, par cette agence dont on parlait tout à l'heure, que l'Iran pouvait, en gros, disposer de la matière nécessaire à plusieurs bombes atomiques en quelques jours, s'il l'avait décidé. En quelques jours? Oui, en quelques jours. Je parle de la matière. Le deuxième volet, qui est tout aussi important, peut-être plus important, sur lequel il y a énormément de zones d'ombre, c'est ce qu'on appelle la militarisation. C'est vous prenez la matière, vous en faites effectivement des bombes qui peuvent exploser. Et là, il y a quelques années, même les Israéliens, qui pourtant ne sont pas les derniers à mettre en avant, et on les comprend, la menace iranienne, disaient il faudrait sans doute 18 à 24 mois. Donc il y avait du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il semble, et même le renseignement américain le disait publiquement, on en a un peu parlé, il semble qu'il y ait certaines activités qui aient accéléré ou qui aient été reprises. Donc la question à laquelle moi je n'ai pas de réponse, c'est que le renseignement israélien a-t-il eu une nouvelle analyse ou de nouveaux renseignements qui permettait de dire que ce délai de plusieurs mois, il avait été considérablement réduit. Il faudra apporter des preuves, non? Est-ce que le gouvernement israélien devra pour légitimer ses frappes? Comment est-ce que vous, moi et vos auditeurs peuvent quelles sont les preuves exactement? Si le renseignement israélien amène demain un dossier de 500 pages, ceux qui ne voudront pas le croire ne le croiront pas. J'allais dire, on a déjà vécu ça devant les Nations Unies avec un secrétaire
américains en 2003. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, la matérialité, la réalité de la menace, du problème nucléaire iranien n'a rien à voir avec la matérialité, la réalité des armes chimiques ou biologiques irakiennes en 2003. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des intérêts politiques qui peuvent pousser à écrire une certaine histoire pour l'opinion publique. Mais tout à fait. Mais on a même vu d'ailleurs la porte-parole de la Maison-Blanche dire absolument n'importe quoi. C'est la porte-parole de Trump, donc s'il est normal qu'elle dise n'importe quoi, si j'ose dire. Elle a dit l'Iran pouvait faire une bombe atomique en 15 jours. Mais ça, même les Israéliens ne le disent pas. Donc, quelque part, c'est pas que les gens mentent, c'est plutôt que le renseignement est interprété. Le renseignement, d'abord, c'est une matière dans laquelle on a rarement des certitudes à 100%, et les choses sont interprétées par les uns et les autres. Vous êtes en train de nous dire qu'on n'aura jamais la réponse au final ? Qu'on ne saura jamais vraiment certainement... Mais je ne sais pas quelle réponse satisfera ceux qui de toute façon ne veulent pas entendre. Donc voilà. Et je ne sais pas ce qui pourrait convaincre les gens qui demandent des preuves. Je ne sais pas ce qui pourrait les convaincre. Encore une fois, même si Israël et les États-Unis arrivaient avec un dossier de 500 pages extrêmement précis et basé sur des sources extrêmement fiables, ceux qui ne voudront pas le croire ne le croiront pas. On sait que l'Iran, en conséquence de ces frappes, menace aujourd'hui de s'en prendre aux bases militaires des États-Unis au Moyen-Orient. Est-ce que ce serait l'embrasement total dans la région s'il le faisait ? L'embrasement de la région, moi, j'aime pas trop cette expression parce que c'est pas comme si le Moyen-Orient était une zone de paix et de stabilité depuis 50 ans. Mais le fait est que ça fait partie des menaces classiques agitées par la République islamique d'Iran. C'est vrai que ça n'a rien d'extraordinaire. C'est même, je pense que tout le monde s'y attendait. Ça peut compliquer les choses pour l'Arabie Saoudite, qui n'a pas du tout envie qu'effectivement le conflit se répande, s'étende sur son territoire. Mais si jamais l'Iran faisait cela, alors il donnerait un prétexte rêvé à Donald Trump pour dire « Eh bien maintenant j'y vais complètement et il faut que ce régime disparaisse ». Mais quand c'est une arme à double tranchant. Quand le gouvernement iranien dit par la voix d'un de ses membres qu'il va s'en prendre militairement aux intérêts américains dans la région, est-ce qu'il en a les moyens ? Et deux, quelles conséquences ça aurait ? Les moyens, il y a deux types de moyens, les moyens militaires et les moyens terroristes. Je rappelle quand même que l'Iran a directement commandité des attentats contre des bases militaires américaines dans la région depuis 30 ans. Donc il peut le faire probablement avec des moyens terroristes, peut-être avec encore des moyens militaires, c'est des moyens balistiques, peut-être même avec des moyens cybernétiques, des moyens cyber. Donc moi je dirais qu'il serait imprudent, si vous êtes un responsable politique américain, de partir du principe que le régime est tellement secoué qu'il n'a plus la possibilité de s'en prendre aux intérêts américains. Mais je le répète, attention, c'est une arme à double tranchant pour les Iraniens, car il pourrait donner un prétexte rêvé à Donald Trump pour alors là faire une action militaire beaucoup plus importante. Bruno Tertrais est notre invité jusqu'à 9h sur France Info, le fil info, et on vous retrouve dans une minute, il est 8h45. Maureen Sfignard. Donald Trump affirme que l'armée américaine a infligé des dégâts monumentaux aux sites nucléaires iraniens qu'ils ont bombardés hier. L'ambassadeur israélien en France est lui plus prudent ce matin. Nous n'avons pas les preuves qui nous suffisent pour dire que ces frappes ont mis fin complètement au programme nucléaire iranien. C'est ce que dit ce matin donc Joshua Zarka. Ces frappes américaines en Iran ont en tout cas des conséquences directes sur les cours du pétrole. Ils se sont envolés à l'ouverture des bourses en Asie. Les marchés craignent la fermeture du détroit d'Ormuz au large des côtes iraniennes. 20% du pétrole mondial transite par cet endroit. Cela aura un impact limité sur les prix à la pompe jusqu'à l'été, affirme tout de même ce matin le syndicat français des entreprises pétrolières. Après la vingtaine de cas d'intoxication alimentaire grave dans le département de l'Aisne ces derniers jours, le ministre de la Santé annonce qu'ils sont dus à la bactérie E. coli et que de la viande est probablement en cause. Une fillette de 11 ans est morte la semaine dernière et 8 enfants sont encore à l'hôpital. De fortes chaleur encore dans la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen. Aujourd'hui, le Rhône et l'Isère sont en vigilance orange. 34 degrés cet après-midi à Marseille, Lyon, Grenoble, 35 à Perpignan et 36 degrés à Nîmes. France Info. Le 8-30 France Info, Victoria Coussa, Jérôme Chapuis. Et nous sommes avec Bruno Tertrais, spécialiste de géopolitique, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. On peut s'interroger ce matin encore sur le droit international. Au nom de quoi, de quels principes finalement les Américains peuvent-ils justifier ces frappes ?
C'est assez difficile de le justifier sur le plan juridique. Rien ne dit dans le droit que vous avez la possibilité à tout moment de taper, pardonnez-moi l'expression, d'essayer de détruire des installations nucléaires qui, jusqu'à présent, n'ont pas produit de menaces imminentes et graves contre la sécurité du pays qu'ils frappent. Le problème se pose également pour l'action israélienne. Et là, il y a deux manières de voir les choses. Soit on en reste à une définition extrêmement stricte et un peu étroite du droit international en disant la Charte des Nations Unies, la Charte des Nations Unies. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient que le droit international, ça n'est pas seulement la Charte des Nations Unies. Il y a tout un débat sur la question de la légitime défense et d'une certaine manière, il y a aussi la coutume internationale qui peut vous permettre de dire, sur le plan juridique, encore une fois, que après tout, des décennies d'actions militaires contre un pays, de terrorisme contre un pays, vous donnent la possibilité, en tout cas, de légitimer au moins partiellement, sur le plan juridique, encore une fois, une action de force. Légitime défense dans le cas des États-Unis face à l'Iran. Non, mais justement, je suis en train de distinguer Israël de l'Iran. Parce que je ne pense pas que du point de vue juridique, il soit possible de justifier, du strict point de vue du droit, les frappes américaines. En revanche, j'allais dire que du point de vue israélien, vu ce qu'il s'est passé depuis littéralement 46 ans en termes d'actions iraniennes délibérées, soit ouvertes, soit discrètes, soit militaires, soit terroristes, il n'est pas complètement injustifié de dire il faut qu'on fasse quelque chose contre ce régime. Vous voyez, c'est plus complexe que ça en a l'air. Même quand Israël évoque un changement de régime. Alors justement, les Israéliens sont très ambigus là-dessus, puisqu'ils ne disent pas « nous voulons une politique de changement de régime », mais ils invitent les Iraniens à changer eux-mêmes le régime. Ils s'adressent à des objectifs militaires et civilo-militaires qui sont liés à la capacité d'action, de nuisance de l'Iran. Mais quand vous ciblez par exemple la tour de télévision iranienne, vous êtes quand même à l'extrême de ce qu'est une action militaire traditionnelle qui ne serait pas une action de changement de régime. Donc on est vraiment là dans l'ambiguïté. On a l'impression qu'Israël, qui n'a pas d'ailleurs véritablement les moyens de changer le régime par la force, on a l'impression qu'Israël cherche à secouer les fondations du régime, mais sans avoir véritablement une politique ouverte et délibérée de changement de régime. Bruno Tertrais, on regarde à nouveau depuis hier cette carte du détroit d'Ormuz qui ferme le golfe Persique, ce détroit par lequel passe 20% du commerce de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Le Parlement iranien souhaite fermer ce détroit. Est-ce que l'Iran peut se le permettre ? C'est toute la question, effectivement, parce que ça serait, du point de vue économique, tirer une gigantesque balle dans le pied, même 2 balles dans les 2 pieds, puisque une grande partie des revenus de l'État iranien provient du pétrole exporté justement via ce détroit d'Ormuz. Deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose qui serait un choc majeur pour l'économie mondiale ? Pas au point que cela aurait été le cas il y a 50 ans. Pourquoi ? Forte hausse quand même des cours ce matin. Oui, mais j'allais dire c'est une hausse psychologique, c'est normal. Ce sont les primes d'assurance aussi qui vont augmenter. J'allais dire c'est attendu. Mais aujourd'hui, premièrement, il y a quand même beaucoup plus de pétrole produit partout dans le monde et donc le marché n'est plus le même. Et surtout, il y a la possibilité pour certains pays du Golfe d'exporter au moins une partie de leur pétrole par d'autres moyens. Ouais. Encore une fois, si tout ceci s'était passé il y a 50 ans, les prix du pétrole auraient littéralement explosé et la vulnérabilité du marché à la fermeture d'Ormuz aurait été plus grande. Dernier mot très rapide parce que ça on l'oublie souvent, les Américains scénarisent, s'exercent à la réouverture du détroit d'Ormuz depuis plusieurs décennies. Ça se ferait sans doute en quelques jours, un petit nombre de semaines. Donc il n'y a pas de risque que le prix s'envole à la pompe, que nos factures explosent ? Alors les factures, vous savez, alors je suis pas spécialiste, je suis pas économiste, mais les factures, ça dépend pas du prix à un instant T. Ça dépend des contrats qui ont été signés avant, des contrats futurs. Ensuite, c'est plus compliqué que cela, mais à ce jour, je ne vois pas de risque immédiat, je vois pas de risque majeur pour le prix de l'essence, si vous voulez, en France. Je m'arrête là parce que c'est pas non plus mon premier domaine de compétence. Ça reste quand même un moyen de pression pour l'Iran. Évidemment, d'autant plus que l'Iran sait très bien et le voit déjà que c'est un moyen de pression psychologique. Et la psychologie, c'est important pour tout le monde, pour les marchés, pour les gouvernements. Donc ce vote du Parlement iranien, il est effectivement pas totalement anodin. Parce que le Parlement, pour rappeler à nos auditeurs, le Parlement iranien a approuvé la fermeture du détroit d'Ormuz, mais on attend encore une validation. Oui, parce qu'on va dire qu'en Iran, c'est pas vraiment le Parlement qui décide. Voilà. Autre question sur laquelle d'ailleurs vous n'aurez pas forcément une réponse précise, mais on a besoin de votre point de vue sur l'état du régime iranien après 10 jours de guerre avec Israël, après ces bombardements américains. Est-ce qu'il est possible que ce régime tombe dans les jours, les semaines qui viennent ?
Alors, écoutez, moi je vais prendre un angle plutôt comparatif, parce que je ne suis pas spécialiste du régime politique iranien, mais je connais un peu l'histoire et les différents régimes autoritaires de par le monde. Premièrement, c'est un régime qui est extrêmement bien installé. Cela fait 46 ans qu'il est là, il a maillé le territoire. On parle beaucoup du corps des gardiens de la Révolution, il y a aussi les milices, les Basij, les milices qui maillent le territoire. Donc c'est un régime qui est plus solide que ce que certains l'espéreraient. On a vu en 2009 et 10 ans auparavant des grandes manifestations qui n'ont pas ébranlé véritablement le régime. Mais il est infiltré quand même par de très nombreux espions israéliens. Alors, il a deux faiblesses, une faiblesse de renseignement, on le sait, et aussi une faiblesse militaire. Il n'a plus aujourd'hui la capacité d'arrêter des avions qui viennent bombarder son territoire. Et ça, c'est quand même une très très grande faiblesse. C'est-à-dire que du point de vue de la population iranienne, on peut penser que l'idée attendez, ce régime autoritaire, il n'est même plus capable de nous protéger. Donc, ça peut l'affaiblir aussi. Oui, il y a un déficit de légitimité qui existe déjà dans la jeunesse iranienne. Oui. Moi, quelqu'un qui se rendait régulièrement dans ce pays jusqu'à récemment me disait le régime a perdu les jeunes depuis longtemps. Mais force est de constater que les Iraniens ne se révoltent pas en masse. Force est de constater qu'il n'y a pas d'alternative politique construite. Après, il y a aussi au moins qu'elle se cache, parce qu'au bout de 46 ans de répression, vous êtes obligé de vous cacher. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario, par exemple, écrit d'avance par les Américains ou autres sur ce changement de régime, parce qu'on sait que l'héritier du Shah, notamment, vit aux États-Unis, Reza Pahlavi. Est-ce qu'il pourrait y avoir un scénario comme celui-ci? Je ne crois pas un instant qu'il y a un plan américain ou israélien de réinstaller Pahlavi sur le trône du Pan, je crois. Lui rêve de renverser l'ayatollah. Oui, mais il a toujours dit dans son discours public, il a toujours été extrêmement prudent. Je ne suis pas là pour être une alternative, je suis là pour aider le peuple iranien. Il n'a que très très peu d'audience dans la population iranienne, à ma connaissance, et simplement il s'exprime aujourd'hui parce qu'il s'estime naturellement de son devoir, il estime de son devoir de s'exprimer pour soutenir le peuple iranien. Mais je le répète, pour l'instant, moi je ne vois pas le peuple iranien se soulever. Et quelque part, je le comprends, puisque c'est encore une fois 46 ans de répression. Un dernier mot, ces régimes-là, moi, j'ai dit souvent, ils durent longtemps, mais ils peuvent s'effondrer rapidement. On l'a vu notamment en Syrie. Bruno Tertrais, sur quel pays, ami, allié, l'Iran peut s'appuyer aujourd'hui ? À peu près sur aucun, puisque la Russie est un grand partenaire, mais la Russie n'est pas un allié militaire. La Syrie était le grand pays voisin qui était dans les faits un allié militaire et stratégique de l'Iran. L'Iran a quelques amis, mais n'a pas d'alliés militaires. On entendait ce matin à propos de la Chine qui est très inquiète de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz parce qu'elle dépend beaucoup de ce pétrole. Il est impensable, évidemment, que militairement ou même diplomatiquement, la Chine intervienne. Diplomatiquement, tout le monde s'implique. La Chine dit « je suis prêt à faire une médiation », etc., ce qui n'intéresse personne. La Russie, pareil. Militairement. Mais militairement, personne ne va venir sauver le régime iranien. C'est aussi simple que cela. Même pas les proxys, comme on dit, c'est-à-dire ces alliés comme les Houthis au Yémen? Alors, les instruments du régime iranien, le Hezbollah, on le sait, est considérablement affaibli. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Israël peut se permettre d'agir. Israël n'aurait pas agi contre l'Iran s'il n'avait pas considérablement affaibli le Hezbollah. Les Houthis, eh bien, ils sont dans une situation de cessez-le-feu plus ou moins négocié avec les États-Unis. Ils ne semblent pas avoir envie de s'impliquer tout de suite. Bruno Tertrais, vous êtes l'auteur de La question israélienne aux éditions de l'Observatoire. Vous qualifiez également d'amis inquiets d'Israël. Est-ce que Benjamin Netanyahou se sert de ce conflit pour sauver sa peau? Parce qu'on sait qu'il a été très critiqué par sa population pour ce qu'il fait à Gaza. Alors qu'ils s'en servent, je n'ai aucun doute là-dessus, et beaucoup de responsables politiques occidentaux se servent des opérations militaires à des fins domestiques. Mais deux choses très importantes. D'abord, il n'aurait pas pu décider de cette opération sans un soutien de l'appareil militaire et de renseignement, car nous ne sommes pas aux États-Unis, nous ne sommes pas en France, excusez-moi. En France, le président peut décider de toute opération militaire. En Israël, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Deuxièmement, il faut quand même savoir que Netanyahou est sincèrement persuadé, à mon sens, qu'il a une mission historique qui est de protéger son pays contre la menace nucléaire iranienne. Et ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, vous avez tout à fait raison. Donc si vous voulez qu'il s'en serve, oui, mais dire il a fait cela pour sauver sa peau politiquement, à mon avis, c'est se tromper totalement sur la manière dont fonctionne ce pays. Bruno Tertrais, on approche de la fin de cette émission et c'est peut-être ainsi, on n'a toujours pas parlé des Européens dans tout ça. On a l'impression qu'ils sont réduits au rôle de spectateurs. Ils ont vu le ministre iranien
des Affaires étrangères vendredi dernier, c'est-à-dire juste avant ces frappes, avec, on va dire, le blanc-seing, la bénédiction des États-Unis. Est-ce qu'ils se sont fait rouler dans la farine par les Américains? Non, je crois pas. C'est-à-dire que veut-on que les Européens puissent faire? Que fait la Russie? Que fait la Chine? C'est-à-dire que jouer les médiateurs. Non, mais tout le monde est impuissant. Mais La diplomatie ne il fonctionne n'y a pas. de médiateur que quand il y a besoin de médiation. C'est la guerre. Quand vous faites la guerre, vous n'avez pas besoin de médiation. Excusez-moi, mais c'est aussi simple que cela. Alors, les Européens auraient pu et pourraient à l'avenir avoir un petit rôle si l'Iran était décidé à reprendre des négociations pour sauver la peau du régime, tout simplement. Autrement dit, si à un moment, et ce moment n'est pas venu, l'Iran envoie le signal « nous sommes prêts à discuter, mais nous ne voulons pas discuter avec un pays qui vient de nous bombarder », peut-être que les Européens pourraient servir d'intermédiaire, comme ils ont joué un rôle extrêmement utile pendant les 25 dernières années dans la négociation sur le nucléaire. Donc c'est pas totalement exclu qu'ils aient un rôle, mais c'est à peu près normal qu'ils ne soient pas au centre du jeu aujourd'hui. La Russie ne l'est pas non plus, et la Chine ne l'est pas non plus. C'est le signe de notre marginalisation? Non, c'est parce que dans ce cas-là, il faut parler de la marginalisation de la Chine pendant qu'on y est, et de la Russie aussi. Oui, je crois que ça n'est pas le sujet, tout simplement. Merci beaucoup, Merci Bruno Tertrais, spécialiste géopolitique, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, conseiller aussi géopolitique à l'Institut Montaigne. Merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin. Dans un instant, les informés, Victoria Coussa et Renaud Dely.